Donc moi, je me présente, je suis Vincent Quenouillère, je travaille à la BGE Ille-et-Vilaine, donc je suis conseiller en création reprise d'entreprise. Voilà, donc je vais laisser Sylvie se présenter. Donc bonjour, moi je m'appelle Sylvie Lemercier, donc moi je viens de la CCI du Morbihan, je suis conseillère création reprise, donc moi je suis basée en fait sur la délégation de Vannes. Voilà, donc on va vous présenter différentes choses sur ce régime. Le régime, donc on va vous donner quelques chiffres. L'auto-entrepreneur, pour qui c'est quoi? Donc un certain nombre de questions qu'il faut se poser avant de démarrer une activité sous ce statut. Auto-entrepreneur, est-ce le bon choix? Et auto-entrepreneur, oui, et chef d'entreprise. Il ne faut pas oublier que ce statut, vous avez tout de même un statut de chef d'entreprise. Voilà. Donc moi je vais démarrer très succinctement par quelques chiffres, d'accord? Pas de scoop aujourd'hui sur le fameux statut d'auto-entrepreneur, vous êtes tous comme nous, vous lisez la presse, mais on n'a pas d'effet d'annonce, vous êtes nombreux, donc il y a peut-être certains qui s'attendaient à ce qu'on fasse quelques révélations. Pas avant 2013, je pense. Je vous donnerai juste 2-3 tendances éventuelles. D'accord. Donc, le statut d'auto-entrepreneur a démarré en janvier 2009. Plus d'1 million d'inscrits aujourd'hui en auto-entreprise. Depuis janvier 2012, sachez qu'il y a eu plus de 210 000 auto-entrepreneurs inscrits nouveaux au niveau national, bien évidemment. On verra tout à l'heure pourquoi ça suscite un tel engouement, ce statut. Sachez que l'année dernière, ça représentait encore plus de la moitié des créations d'entreprises. Donc vous voyez, c'est vraiment très important ce phénomène d'auto-entreprise. Mais on verra tout à l'heure que c'est vraiment une création d'entreprise. Ce matin, moi j'étais sur le site, le stand de la Chambre de commerce de Bretagne, et beaucoup de personnes sont venues vers moi en me disant je vais être salarié en auto-entreprise, comment ça fonctionne? Non, non, c'est vraiment, vous verrez, vous êtes un travailleur indépendant. Je l'ai noté parce que ça me paraissait important, on a regardé ça, vous dire que 43% des auto-entrepreneurs, ce sont des femmes. La création d'entreprise n'est plus seulement réservée à vous, messieurs, mais il y a vraiment un réel engouement au niveau de la création, au niveau de la jeune féminine. Et l'âge moyen, 48 ans, c'est un âge qui correspond au niveau national à la création en général, tout simplement. Si vous voulez des informations, des statistiques, sachez que vous avez un stand de l'Union des auto-entrepreneurs sur le salon, que nous, les chiffres qu'on a extraits sont extraits de l'ACOS, mais OpinionWay également vous met en ligne régulièrement des sondages qui sont faits sur l'auto-entreprise. Moi, je vous incite à regarder parce que c'est intéressant. Tous les 4 mois, des sondages sont faits. Donc, allez voir un petit peu. À chaque fois, on vous parle. La dernière fois, c'était l'auto-entrepreneur et Internet, par exemple, l'auto-entrepreneur et la protection sociale. Donc, allez chercher des compléments d'information, parce que je vous disais, on n'a pas de scoop. Donc, hormis qu'on nous dit que peut-être il y aurait une augmentation des taux d'appel à cotisation de 2 à 3,3%, on verra tout à l'heure à quoi ça peut correspondre, mais c'est à peu près tout. Je n'ai pas ma boule de cristal, donc j'attends comme vous les décrets. Mais sachez qu'il n'y aura pas une révolution. De toute façon, que ce statut devrait perdurer à peu près de la façon dont il est aujourd'hui. On voit mal, en effet, nouveau gouvernement arrêter ce statut. Il est parti, donc il faut continuer. Alors, l'auto-entreprise, c'est aussi se poser un certain nombre de questions. Auto-entrepreneur, pour qui c'est quoi? La première question à se poser, c'est est-ce compatible avec ma situation? On va les développer tout à l'heure. Est-ce compatible avec l'activité envisagée? Quelles sont les conditions? Quelles sont mes obligations? Et quelles sont les spécificités du régime? Alors, est-ce compatible avec ma situation? L'avantage de ce statut, c'est qu'il est, il a vraiment le mérite d'exister, c'est qu'il est ouvert à tout le monde, aussi bien des salariés, des retraités, des étudiants, des demandeurs d'emploi, des fonctionnaires, c'est quand même une révolution, parce que jusqu'à présent, ils n'avaient pas forcément le droit de créer une entreprise, et aujourd'hui, ils peuvent le faire. Des mères au foyer. Après, on n'a pas forcément le détail complet, mais est-ce que c'est une activité principale ou secondaire? Ça, il faut se poser la question. Alors, c'est vrai que quand je suis salarié, forcément, ça sera une activité complémentaire.
Quand je suis retraité, ça peut être aussi une activité complémentaire. Après, quand je suis demandeur d'emploi, il faut vraiment se poser des bonnes questions par rapport à ce statut. Est-ce qu'il est bon pour moi? Parce que c'est, encore une fois, vous êtes travailleur indépendant. Donc, il ne faut pas faire n'importe quoi. Il faut étudier son marché pour pouvoir envisager la création. Après, vous avez les structures qui peuvent vous accompagner, comme la BGE ou la Chambre de commerce, ou la Chambre des métiers, ou la Chambre de l'agriculture, qui sont là aussi pour vous aider et vous accompagner dans la démarche de création d'entreprise. Dans le cas d'une activité complémentaire, bien évidemment, il faut que ce soit en application avec les règles de déontologie par rapport à votre employeur. Si vous travaillez dans le bâtiment et que vous créez une activité d'auto-entrepreneur, il vaut mieux que votre patron soit au courant, parce que derrière, c'est un motif de licenciement pour faute. Voilà, s'il l'apprend. Donc il faut vraiment que quand vous êtes salarié, que vous soyez, que vous respectez clairement votre contrat de travail. Très souvent, c'est une question qui nous est posée. Est-ce que c'est compatible? Est-ce que ce statut, je peux le faire pour n'importe quelle activité? Oui, mais il y a quand même des bémols, hein. Tout à l'heure encore, j'ai quelqu'un qui voulait par exemple faire une entreprise de paysage, donc du jardinage. Eh bien, ce n'est pas une activité qui peut être faite sous le régime auto-entrepreneur. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, à la base, ce régime, c'est pour les personnes qui sont affiliées à ce qu'on appelle le RSI, le régime social des indépendants. Très rapidement, quand vous créez une entreprise, vous n'allez plus être au régime général de la sécurité sociale en règle générale, mais vous allez basculer vers ce qu'on appelle le RSI, hein, on verra tout à l'heure, qui s'occupe des appels à cotisation. Là, ça va être la plupart des personnes. Certaines activités, donc tout ce qui est activité agricole, va avoir une autre caisse, la mutualité sociale agricole, et la MSA ne prend pas en compte les auto-entrepreneurs. Elle refuse clair et net. Donc ça, il faut le savoir. Hein, toutes les activités ne sont pas éligibles. Les activités artistiques également, hein, ça va émaner, un artiste-auteur va émaner d'une autre caisse qui s'appelle l'AGESA, donc non éligible au RSI, donc de ce fait ne pourra pas être auto-entrepreneur. Les professions libérales qui émanent d'un ordre, par exemple tout ce qui est profession juridique, expertise comptable, etc., ne sont pas encore éligibles au statut d'auto-entrepreneur. Donc c'est vrai qu'au démarrage de ce statut, on vous a dit un seul clic, c'est bon, je peux m'inscrire en auto-entreprise, mais quand on creuse un petit peu, on se rend compte que ce statut n'est pas valable pour tout le monde. Alors, on vous a mis exclu, bien sûr, des activités relevant de la TVA immobilière. C'est légitime par rapport, on verra tout à l'heure, au seuil de chiffre d'affaires qui est à respecter. Les opérateurs des marchés financiers, les loueurs de matériel. Alors, ça, c'est une très vieille loi, en fait, qui dit que les loueurs de matériel et de biens de consommation durable sont exclus du régime auto-entrepreneur. Vous voulez faire de la location de kayak ou de la location de vélo, vous ne pouvez pas le faire sous le statut d'auto-entrepreneur. Ça va peut-être évoluer. Je ne sais pas, toi, si tu as un avis à émettre, mais c'est vrai que ce n'est pas légitime. C'est une loi, donc on ne peut pas la contourner tout simplement. D'accord? Donc ça, c'est vraiment des choses qu'il faut se dire. Est-ce que moi, mon activité au démarrage, est-ce qu'elle est éligible en auto-entreprise ou pas? Donc là, on vous a mis, il y a des activités qui sont soumises obligatoirement à une immatriculation. Par exemple, vous voulez faire du transport de marchandises, du transport de personnes. Vous avez l'obligation d'avoir une immatriculation et on verra tout à l'heure qu'un auto-entrepreneur n'a pas d'immatriculation, a juste une inscription, ce qui est différent. Donc certaines activités sont vraiment exclues de ce dispositif. Et également les activités artisanales exercées à titre principal, mais on vous a bien mis en rouge que là, quand vous êtes dans ce cadre-là, vous allez opter pour le régime micro-social et fiscal qu'on va détailler. Donc, au sens strict du terme, vous n'êtes pas auto-entrepreneur, mais dans les faits, c'est tout comme. C'est comme un agent commercial. Au sens strict du terme, ne peut pas être auto-entrepreneur parce que normalement, quand vous créez une auto-entreprise, c'est gratuit. Quand vous êtes agent commercial, vous allez vous inscrire au répertoire national des agents commerciaux et c'est payant. Mais en fait, quand vous allez vous inscrire au greffe du tribunal, vous cochez quand même régime micro-social et régime micro-fiscal. C'est souvent des petites subtilités qu'on peut voir après avec vous en rendez-vous, dans les ateliers qu'on vous propose. Il n'y a aucun problème. D'accord? Ce que je vous propose, et Vincent également, c'est que là, comme c'est assez dense, que vous êtes nombreux, on va d'abord dérouler le diaporama et enfin, on prendra bien sûr vos questions. D'accord? Alors, quelles sont les conditions?
Alors, la première condition, c'est d'être en entreprise individuelle. Forcément, à partir du moment où vous êtes auto-entrepreneur, vous êtes considéré comme en entreprise individuelle, vous êtes travailleur indépendant. Ça, c'est la première règle. C'est de faire soit, vous avez deux possibilités, soit faire une déclaration au centre de formalité des entreprises, donc à la chambre de commerce, hein, il y a un centre de formalité des entreprises, vous pouvez vous inscrire directement chez eux, ou bien directement sur le site de l'auto-entrepreneur.fr. C'est le bon site, parce qu'il existe pas mal de sites hein, pour vous inscrire, où on va vous demander de l'argent. Voilà. Là, c'est gratuit, forcément. Hein, c'est vraiment le site de l'auto-entrepreneur.fr. C'est le site officiel sur lequel vous pouvez vous inscrire en ligne. D'accord ? Après, il y a d'autres sites au niveau des organismes consulaires, mais c'est le seul site, hein, sans tiret, sans apostrophe, pour vraiment vous inscrire. Soyez vigilants, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui vont vous demander 62,14 €, le coût d'une IMAT classique. Donc, fuyez. Hein. Si on vous demande quoi que ce soit, vous fermez votre fenêtre et vous ne donnez pas suite. De toute façon, c'est marqué en général portail officiel des auto-entrepreneurs. Donc, en général, il n'y a pas moyen de se tromper. Donc c'est gratuit et ça va vous donner donc l'attribution d'un numéro sirène. Hein, comme le disait Sylvie tout à l'heure, vous n'êtes pas immatriculé au registre du commerce, vous êtes inscrit. Voilà. Donc ce qui vous donne quand même la possibilité d'avoir l'attribution de ce numéro de sirène. Donc c'est un numéro classique hein, à 15 chiffres. 15 chiffres. 9 plus 5, hein, 14 chiffres. Voilà. Donc, encore une fois, c'est gratuit. Par contre, éventuellement, où il faut être vigilant, c'est comme vous inscrivez en auto-entreprise. C'est vrai que moi, la première fois que j'ai vu un avis de l'INSEE, parce qu'en fait, c'est l'INSEE qui va vous envoyer votre numéro de sirène et SIRET, c'est un papier en noir et blanc. Donc, ne jetez pas, c'est votre papier officiel de votre carte d'identité d'entreprise. Hein, ce n'est pas un extrait cabis avec au centre la validation, voilà. Hein, le cachet. C'est juste un document noir et blanc qui vient de l'INSEE. Soyez bien attentifs et gardez-le surtout. Il y a bien évidemment dans ce statut un respect des plafonds. Hein, voilà, donc il faut mettre des règles. Hein, c'est pas permis à tout le monde. Ça permet aussi pour certains de tester leur activité sous ce statut et puis d'aller vers un autre statut d'entreprise classique, SARL, entreprise individuelle aussi. Hein, mais il y a des plafonds à ne pas dépasser. Tout ce qui est activité d'achat-revente, donc le CA maximum, c'est 81 500 €. Hein, donc tout ce qui est achat-revente, c'est ce qui dépend de la chambre de commerce. Peut-être préciser qu'est-ce qu'il y a dans l'achat-revente, parce qu'il n'y a pas que il n'y a pas que commerçant pur. Hein, vous pouvez également avoir une chambre d'hôte, des choses comme ça. Tout à fait. C'est assez large. Hein. C'est très large. On peut même réaliser parfois des bijoux et les vendre, et ça fait partie aussi du statut, du plafond de 81 500 €. Activité de service, donc c'est prestation de service. Je fais de la prestation informatique, je fais de la prestation de prestation de service informatique ou autre. 32 600 €. Hein, donc vous voyez que c'est quand même très limité. Ça ne permet pas forcément de se sortir une rémunération digne de ce nom. Hein. Après, ça dépendra de vos charges de fonctionnement. Donc il faut vérifier aussi, quand vous faites un prévisionnel, de vérifier que vous ne dépassez pas un certain plafond de charges. Sinon, c'est un statut qui n'est absolument pas intéressant pour vous. Notamment ici dans l'activité de service, si vous dépassez, je dirais, 50% ou 66%, parce qu'après il y a les activités libérales éventuellement, il ne faut pas y aller, hein, parce que ça veut dire que vous êtes, on va vous taxer au niveau des impôts derrière, beaucoup plus que ce que vous pouvez gagner. Je pense qu'on pourra expliquer ça justement dans le choix du statut. Est-ce que c'est le bon statut? C'est à ce moment-là qu'on reviendra pour vraiment vous faire comprendre est-ce qu'il faut aller vers l'auto-entreprise ou pas. Et puis les activités mixtes, donc on peut faire aussi bien de la prestation de service et de la vente. Donc ça veut dire que vous ne devez pas dépasser un CA annuel de 81 500, dont 32 500 de prestations de service. Je reprends mon exemple de prestat de service informatique. Je fais de la vente d'ordinateurs et je fais de la prestation de maintenance. Ma prestation de maintenance ne devra pas dépasser 32 600 et mon CA global, y compris ma vente d'ordi, ne devra pas dépasser 81 500. Voilà.
Et ce qu'il faut savoir, c'est que vous êtes non assujetti à la TVA. C'est-à-dire que vous payez votre TVA quand vous faites vos achats, mais vous ne la récupérez pas et vous facturez sans TVA. C'est une facturation nette, hein. Donc il n'y a pas de hors taxe, TVA et du TTC derrière. C'est une facturation nette. Quelles sont les obligations de ce statut? Donc, on va avoir des obligations selon l'activité. Et on va voir quelles sont les quelques obligations comptables qu'il y a. Parce que c'est vrai qu'il y a eu un réel engouement pour ce statut, parce qu'on va voir justement que c'est ultra simplifié par rapport encore à la création classique d'une entreprise, que ce soit en EI ou en SARL. Là, c'est vraiment très facile. Par contre, ça reste une activité, je vous disais, où vous avez une inscription en travailleur indépendant et vous avez les mêmes obligations que toute création d'entreprise classique, c'est-à-dire qu'il faut déjà démarrer par voir si votre activité est réglementée ou pas. Ça, c'est vraiment très important parce que vous venez très souvent nous voir, vous avez super bien travaillé sur votre projet, et puis bingo, vous ne pouvez pas faire en auto-entreprise parce que c'est soumis à réglementation. Par exemple, je vous disais du transport de personnes, de la messagerie légère, il y a une obligation d'immatriculation, donc vous ne pouvez pas le faire en auto-entreprise. Donc pensez dès en amont par rapport à votre projet, d'aller sur différents sites. Par exemple, vous avez apce.com, l'agence pour la création d'entreprises. Il y a un moteur de recherche interne juste au-dessus. Donc, quand vous êtes APCE, vous avez créateur, repreneur, professionnel, etc. Vous cliquez sur, par exemple, créateur. Dans la sous-rubrique moteur de recherche, vous mettez activité réglementée et vous allez avoir un abécédaire. Et ça va vous permettre de voir quelles sont les activités réglementées. Et vous avez également un site guichet entreprise qui vous permet la même chose pour tout secteur d'activité confondu. Ça, c'est vraiment important de voir, est-ce que mon activité est réglementée ou non? Est-ce qu'elle est soumise à diplôme? Quelqu'un qui va être auto-entrepreneur dans l'artisanat, un maçon, il doit avoir un diplôme. Un coiffeur doit avoir un diplôme. D'accord? Donc pensez-y. Donc pour les artisans, depuis maintenant, ça date un petit peu, avril 2010, il y a une obligation d'inscription au répertoire des métiers qui est gratuite, qui n'est pas payante. Donc ça, c'est important. Et il n'y a pas d'obligation de faire un stage de préparation à l'installation non plus. On vous a mis également là, au niveau des obligations, l'assurance. Très souvent, vous dites, moi, j'ai une responsabilité civile, c'est bon, ça me suffit. Le régime auto-entrepreneur, c'est une petite activité, une micro-activité, je n'ai pas besoin d'une autre. Surtout, je vous disais, vous êtes un chef d'entreprise, votre responsabilité civile ne couvre pas. Il faut que vous preniez une RC Pro au minimum. D'accord? Donc une responsabilité civile professionnelle. Imaginons que du dépannage informatique, je discute avec mon client, je lui mette mon crayon dans l'œil. Ce n'est pas ma RC civile qui va prendre en compte en fait le dommage. Donc ça, c'est vraiment des choses importantes. Vous êtes entrepreneur à part entière, assurez-vous. Un artisan va également avoir une assurance décennale éventuellement. Donc voilà. Aujourd'hui, c'est quelles sont les choses auxquelles il faut penser par rapport à ce statut. Toujours dans mes obligations, la comptabilité ultra simplifiée, pas d'obligation d'avoir un expert comptable. Sur le site de l'auto-entrepreneur.fr, vous avez des modèles de journaux, que ce soit de journal d'achat, revente ou recettes si vous êtes en profession libérale. C'est vraiment une comptabilité à tenir au minima, mais elle est obligatoire. Vous devez conserver vos doubles de factures. Alors sachez qu'il y a plein de logiciels gratuits. Par exemple, vous mettez en moteur de recherche un logiciel gratuit auto-entrepreneur. Vous en avez tout un tas qui ressort, un Ciel, il y en a plein d'autres. Surtout que c'est important de regarder, parce que ce n'est pas parce que vous êtes auto-entrepreneur que vous ne devez pas vous donner les moyens éventuellement de faire des devis, d'avoir des factures qui sont sympas, qui ont un joli look, etc. Ou un facturier que vous achetez dans une maison de presse, tout simplement. Mais vous avez l'obligation d'avoir des factures et de conserver tous vos doubles de factures. Moi, ce que je vous conseille, qui n'est pas obligatoire, tout à l'heure, on va vous parler de toutes les charges. Ayez un cahier ou un fichier, un classeur Excel, où vous notez toutes les charges qu'il y a à votre entreprise. Une charge, c'est j'achète du papier, j'achète de l'encre pour mon imprimante, je vais me déplacer, je vais faire les marchés, je vais avoir des frais de place pour aller sur le marché, je vais avoir des frais d'assurance pour mon véhicule, des frais de gasoil. Notez ça, c'est vraiment important parce que tout à l'heure, justement, par rapport à ce choix de statut, tout à l'heure, Vincent parlait d'un montant de charge à ne pas dépasser en pourcentage.
eh ben, on y reviendra, vous verrez que c'est important. Et quand vous partez souvent à l'arrache, parce que moi, vous me dites un rendez-vous, et Vincent, j'imagine que c'est pareil, est-ce que vous savez en réel est-ce que vous savez combien vous avez réellement en net? Bon, non, je sais que je fais 10 000 en chiffre d'affaires, mais c'est vrai que je prends ponctuellement de l'argent quand j'ai besoin, mais je n'ai pas regardé effectivement si mon activité était rentable. Donc, même si c'est ultra simplifié, soyez vigilants. Dès à présent, prenez l'habitude d'être vraiment réglo dans toutes les charges, dans tous les achats, dans tout ce que vous faites, de les écrire. Je ne sais pas ce que tu en penses, Vincent. Ah, clairement, c'est extrêmement important. Ça permet vraiment de voir la rentabilité aussi de votre entreprise. Enfin, c'est pas idiot hein, de regarder. Moi, j'ai des chefs d'entreprise qui viennent me voir, qui me disent, bah, j'y arrive pas, je gagne pas d'argent. Bah oui, mais tout simplement parce qu'ils n'ont pas étudié leur prix de vente, ils n'ont pas étudié leurs charges, et en effet, ils ne peuvent pas gagner d'argent puisque leur prix de vente il est beaucoup trop bas et leurs charges sont exorbitantes. Voilà. Donc il faut être en mesure de bien regarder tout ça de très près. Ça se prépare une création d'entreprise. Hein. Ça se fait en amont de la création. On ne se dit pas, tiens, j'ai une idée, en 10 minutes c'est réglé hein, sur Internet. Hein. J'ai même eu des gens qui m'ont dit qu'ils ne savaient même pas qu'ils étaient immatriculés. Donc, pour vous dire. Mais c'est pas simplement 10 minutes. Quoi. Une création d'entreprise, ça se prépare. Enfin, nous, on est là pour accompagner les gens. C'est 3 mois minima pour étudier un dossier. 3 mois. Voilà. Ça peut être beaucoup plus long, ça dépend des activités, mais il faut du temps. Voilà. Et il faut faire un prévisionnel à un moment ou à un autre. Moi, je vous le conseille fortement. Léger. Léger, mais il faut en faire un. Et tout à l'heure, juste avant d'en finir sur cette partie obligation, je vous parlais de la réglementation. Par exemple, je ne sais pas si vous avez pris connaissance, mais par exemple, quelqu'un qui veut ouvrir un point de restauration rapide, par exemple, maintenant, depuis le 1er octobre, il y a une formation hygiène alimentaire obligatoire sur 14 heures. Donc, vous voyez, vous êtes auto-entrepreneur, mais vous êtes soumise à cette même réglementation. Hein. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important de bien tout poser en amont. Alors, quelles sont les spécificités du régime? Au niveau des cotisations sociales, vous allez être ce qu'on appelle au régime du micro-social simplifié. On va le détailler tout à l'heure, mais par anticipation, vous allez payer des charges sociales sur votre chiffre d'affaires, hein, ce qui est différent d'une entreprise classique qui va avoir un chiffre d'affaires, des charges de fonctionnement, et elle va payer des charges, des charges sociales sur le résultat de son entreprise. Bon, je résume un peu, mais c'est à peu près ça. Au niveau fiscalité, vous allez être imposé sur le revenu. Hein. Vous n'êtes pas une société, vous ne pouvez pas prétendre à l'IS, l'impôt sur les sociétés, donc vous allez être imposé sur votre revenu. Le régime microfiscal, sur option du microfiscal simplifié. Pareil, on va le détailler tout à l'heure, c'est ce qu'on appellera le prélèvement libératoire ou pas. Encore une fois, vous êtes non assujetti à la TVA, hein, donc vous ne payez pas, vous ne récupérez pas de TVA et vous devez facturer à vos clients sans TVA. Et vous allez être soumis à une cotisation foncière d'entreprise. On va détailler tout à l'heure. C'était un petit peu, quand le statut est sorti, beaucoup d'auto-entrepreneurs ont découvert cette contribution, puisqu'on a annoncé un statut, enfin, voilà, le gouvernement avait annoncé un statut, mais n'avait pas dit à un moment que vous alliez payer une contribution foncière d'entreprise. Voilà. Auquel toutes les entreprises participent. Alors vous êtes exempté, on le verra tout à l'heure, pendant 3 ans, mais il faut savoir qu'au bout de la 4e année, vous devez la payer, comme tout entrepreneur classique. Alors, les cotisations sociales. Donc pareil que tout à l'heure, il y a plusieurs catégories de cotisations. Donc tout ce qui est vente de marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place et fournitures de logement. Vous allez devoir payer 12% de cotisation sociale sur votre chiffre d'affaires. Je fais 10 000 € de chiffre d'affaires, je vais devoir payer 1 200 € au RSI. On va le détailler aussi tout à l'heure. Je fais de la prestation de service, commerciale ou artisanale. Je suis soumis à 21,3% de charges sociales. Je suis profession libérale, je relève du RSI au titre de l'assurance vieillesse. Puisque pareil, hein, au niveau des professions libérales, vous allez dépendre soit du RSI, soit de la CIPAV. Hein. Voilà. En fonction de la profession libérale sur laquelle vous allez aller, pareil, vous pouvez aller taper dans Google ou autre,
liste des affiliés CIPAV. Et là, vous avez toute la liste. Hein, il y en a. La liste alphabétique qui s'agrandit très régulièrement, mais justement, c'est un bon point parce que souvent, on nous pose la question, mais moi, je fais de la prestation de service, mais j'en sais rien si je suis commercial, libéral ou artisanal. Donc, c'est vrai que moi, souvent, quand il y a un doute avec le libéral, c'est d'aller voir, hein, comme dit Vincent, aller en mettant un moteur de recherche CIPAV. Moi, je mets CIPAV liste alphabétique. Et du coup, on a toute la liste alphabétique et on regarde F, formateur, bah ouais, c'est profession libérale. Conseil en économie, ah bah oui, c'est du conseil. C'est du conseil, toutes les activités de conseil, c'est du libéral. Donc c'est important parce que ça vous permet de savoir si vous serez à 18.3 ou 21.3. Et ça, c'est essentiel. Et très souvent, moi, des fois, je cherche avec vous parce qu'il y a des nouveaux métiers qui apparaissent. Hein. Très régulièrement, je vois la liste, elle s'agrandit très souvent. Mais ça a vraiment une incidence. Voilà, donc soit de toute façon le taux est à 12%, soit c'est 21,3%, sauf pour les professions libérales relevant de la CIPAV qui seront à 18,3%. C'est là-dessus, hein, par rapport à l'introduction de Sylvie tout à l'heure, que le gouvernement actuel planche. Il semblerait qu'il s'oriente vers augmenter ces plafonds de charges sociales. Voilà. Pour l'instant, le décret n'est pas sorti, donc on attend. Ça sortira peut-être le 25 décembre. Pas de paiement de cotisation sociale si vous ne faites pas de chiffre d'affaires. C'est quand même l'intérêt de ce statut. C'est pour ça qu'il a vraiment le mérite d'exister. C'est que jusqu'à présent, quand vous étiez en entreprise, quel que soit votre chiffre d'affaires, vous deviez payer des charges sociales. Un forfait obligatoire, mais vous deviez payer. L'avantage de ce statut, c'est que vraiment, il n'y a plus, vous ne payez pas de charges sociales si vous ne faites pas de chiffre d'affaires. Par contre, vous devez tout de même déclarer tous les mois ou tous les trimestres que vous avez fait 0 de chiffre d'affaires. Sinon, vous allez payer une amende, je crois que c'est de 45 €. 74, ça a augmenté. 45,74. C'est ça? D'accord. Donc, soyez vigilants et faites vos déclarations en temps et heure. C'est pareil, vous pouvez soit les recevoir papier, RSI les envoie tous les mois ou tous les trimestres, ça dépend de ce que vous avez opté. Le choix, c'est vous qui faites le choix, hein, soit mensuel, soit trimestriel. Vous pouvez aussi le faire sur le site de l'auto-entrepreneur. Vous pouvez vous inscrire pour le faire par Internet directement. Il n'y a pas de notion de rattrapage. Bon, ça, on ne va pas le détailler, mais quand vous êtes en entreprise, les premières années d'activité, en entreprise classique, hein, les premières années d'activité, vous payez une forme de forfait. Et en général, il y a un rattrapage la 3e année. C'est pour ça que... Une régule, on va dire. Ouais. C'est pour ça que souvent des entreprises cessent leur activité à la 3e année, malheureusement. Parce que ça n'a pas été anticipé. Voilà, bon, je l'ai dit, hein, obligation de déclaration de CA, même si vous faites 0 de chiffre d'affaires. Et vous allez payer donc vos cotisations sociales au RSI, hein, donc c'est le régime social des indépendants, Sylvie en a parlé tout à l'heure. Ça sera votre nouvelle caisse de sécurité sociale, et c'est eux qui se chargent ensuite de redispatcher vos cotisations à l'ensemble des partenaires. Voilà. Donc voici un tableau qui va intéresser la plupart d'entre vous. Quand vous êtes un demandeur d'emploi indemnisé, susceptible de l'être, etc., c'est-à-dire que vous avez un critère d'éligibilité à l'aide qui s'appelle l'ACRE, l'aide aux chômeurs, créateurs, repreneurs d'entreprise. L'ACRE, au niveau du régime auto-entrepreneur, fonctionne de façon différente que dans le droit commun. Dans le droit commun, c'est une exonération d'1 an. Là, ça va être des taux qui vont être affiliés sur une durée de 3 ans. Par exemple, vous allez avoir des taux qui vont être progressifs. Au lieu de payer dès la première année 12%, par exemple, en achat-revente, eh bien, la première année en auto-entreprise, ça va être 3%, la 2e année 6%, la 3e année 9%, pour arriver la 4e année à 12%. Donc ça, si vous êtes, vous verrez avec vos conseillers divers et variés, si vous êtes éligible à l'ACRE, c'est une demande à faire au moment de votre inscription qui est vraiment très importante parce que vous voyez, au lieu de payer 12 directs, vous démarrez avec 3 par exemple pour de l'achat-revente ou 5,3 ou 5,4 pour la prestation de service. Donc c'est quelque chose de vraiment important à prendre en compte, hein, qui n'est vraiment à mettre dans un petit coin de votre tête et de vous dire, bon, quand je vais démarrer, quand je vais m'inscrire. D'ailleurs, moi, je trouve que les rendez-vous physiques, c'est nettement mieux que de faire ça sur Internet, hein, mais ça reste mon avis. Vous faites simultanément votre demande d'ACRE au centre de formalité des entreprises duquel vous allez dépendre.
Donc là, c'est noté hein, le jour de l'enregistrement ou dans les 45 jours qui suivent, mais si possible, c'est plus simple de le faire le jour de l'enregistrement. Quand on parle de RSI, qu'est-ce que ça couvre hein? Ce ne sont pas uniquement les cotisations sociales, hein, ça couvre la santé. Hein, donc vous voyez tout ce qui est remboursement de frais de soins, congé maternité, paternité, etc. La prévoyance et la retraite de base et complémentaire, ainsi que la CSG et la CRDS. Hein, donc ça, c'est quand on dit 12% de cotisations sociales, ça couvre tout ça, les 12% de cotisations sociales. Hein, par contre, ce qui est important, c'est qu'au niveau de la retraite, il faut valider, pour valider un trimestre de retraite minimum, il faut réaliser un certain seuil de chiffre d'affaires. Alors, sachez que je ne vais pas rentrer dans le détail. J'ai vu que sur le salon, vous aviez le stand du RSI qui était là. Ils ont un guide auto-entrepreneur qui est tip-top, où tout ça est vraiment détaillé, compréhensible. Vous pouvez même en faire un livre de chevet, vous allez voir, vous allez adorer. Mais voilà, quand on dit cotisation RSI, ça couvre cet ensemble de choses. Alors, depuis janvier 2011, les auto-entrepreneurs cotisent à la formation professionnelle, ce qui est extrêmement important. Hein. Avant, ils ne cotisaient pas. Ça fait vraiment. Le statut a été donc créé en 2009 et il y a eu pas mal de décrets depuis et il y a des ajustements qui se font régulièrement, hein, tous les ans, tous les 2 ans. Et ça, c'est un élément important parce que ça veut dire que vous avez le droit de vous former aussi en tant qu'auto-entrepreneur, heureusement, comme un entrepreneur classique qui participe à la formation professionnelle. Donc le calcul, c'est toujours le même principe. Hein. C'est un pourcentage du chiffre d'affaires annuel. Enfin, c'est déclaré en même temps que votre déclaration mensuelle ou trimestrielle. Hein. Y a des lignes, hein, vous inquiétez pas, tout est en général très bien pré-rempli. Donc ça va être 0,1% pour tout ce qui touche à l'activité commerciale, 0,2% pour les activités de prestation de services et profession libérale et 0,3% pour les activités artisanales. Voilà. Hein, donc heureusement que les auto-entrepreneurs ont le droit de se former quand ils ont démarré ce statut. Donc la partie fiscale, très succinctement, hein, parce que c'est vrai que quand on parle de micro-social et micro-fiscal, ce n'est pas toujours évident. Sachez que comme toute personne, un chef d'entreprise va payer des impôts hein, alors dans le droit commun, c'est par rapport souvent au résultat. Là, vous allez payer par rapport au chiffre d'affaires que vous réalisez. Par défaut, vous allez être ce qu'on appelle affilié au régime micro-fiscal. C'est-à-dire que comme tous les ans, quand vous faites votre déclaration d'impôt, votre 2042, vous allez adjoindre une feuille que vous allez demander aux impôts, que vous allez télécharger, qui s'appelle la 2042C. Vous allez y noter, suivant votre activité, votre chiffre d'affaires réalisé. Vous vous occupez de rien. Vous mettez par exemple dans la case prestation de service BIC 20 000 euros. Le fisc va vous faire un abattement. Donc pour la prestation de service, ça va être un abattement de 50%, parce que ça correspond justement aux charges que vous pouvez avoir par rapport à votre activité d'auto-entrepreneur. Le fisc, donc, si vous avez eu 20 000 euros en chiffre, il va vous prendre 10 000 euros qui va être considéré comme étant votre rémunération, d'accord ? Ces 10 000 euros vont être réimputés avec les autres revenus du foyer s'il y a d'autres revenus, et vous serez imposable par tranche, hein, l'IRPP classique dessus, d'accord ? Donc ça, c'est le calcul de l'impôt classique régime micro. Autrement, vous avez la possibilité d'opter pour le micro-fiscal, prélèvement libératoire, dit aussi impôt à la source. D'accord ? Donc là, c'est une possibilité, mais tout le monde n'y est pas éligible. Voilà. Donc, 2 choix possibles, le micro-fiscal ou le micro-fiscal simplifié. Donc, les conditions, ce que disait Sylvie tout à l'heure, au niveau de l'abattement forfaitaire, pour tout ce qui est achat-revente, le centre des impôts vous autorise à déduire 71%. Je fais 10 000 euros de chiffre d'affaires, j'ai le droit, au niveau de la rémunération, si j'opte pour le micro-fiscal, la rémunération qui sera retenue au centre des impôts sera de 2 900 euros, puisqu'ils auront fait l'abattement de 71%. Je fais de la prestation de service, je fais 10 000 euros. Au niveau de ma déclaration d'impôt, je vais déclarer, je mettrai mon chiffre d'affaires et ce qui sera retenu au niveau de votre revenu, c'est 5 000 euros. Et ainsi de suite pour les professions libérales. Donc voilà. On a le micro-fiscal simplifié, donc c'est ce qu'on appelle le prélèvement libératoire ou l'impôt à la source. Tout le monde n'y a pas le droit. Il ne faut pas que votre revenu de référence n'excède 26 420 euros par personne. Voilà. Donc c'est
quand même une somme. Par part fiscale, parce qu'un part fiscale, un enfant, c'est pas une personne, enfin, c'est une part fiscale. demi-part. Ouais, par caution, voilà. Donc, je suis marié, ma conjointe gagne, je sais pas, 50 000 euros par an. On est au-delà et on est en couple non, on va dire 60 000 euros par an. On est au-delà sans enfant. On sera au-delà des 26 420 par personne, si on est marié. Hein. Voilà. Donc là, je ne pourrais pas opter pour le prélèvement libératoire. C'est-à-dire payer un impôt directement à la source. L'assiette de l'impôt, donc je vous l'ai dit, il y a un abattement pour le micro-fiscal. Et sinon, c'est sur le chiffre d'affaires. Au niveau du micro-fiscal simplifié, pareil, toujours sur le chiffre d'affaires. Tout ce qui est achat-revente, ça va être 1% qui sera prélevé à la source. 1,70% pour les prestats de services et 2,2% pour les professions libérales et prestations de services relevant du BNC. Voilà. Donc vous pouvez faire votre déclaration soit papier, hein, en même temps que la déclaration RSI, pareil, c'est noté en même temps, ou soit par Internet. Voilà. Et puis vous envoyez votre chèque, bien évidemment, au RSI. Alors, fiscalité TVA. Donc, comme on l'a dit déjà à plusieurs reprises, il n'y a pas de TVA sur mes ventes. Hein, donc, je facture net. Je ne récupère pas non plus de TVA sur mes achats. C'est pour ça qu'il faut étudier en amont. Je me lance dans une entreprise, je dois acquérir un véhicule, 15 000 euros hors taxe. Ça veut dire que, pour résumer, les 3 000 euros de TVA, je ne pourrai jamais les récupérer. Donc, on ne peut pas non plus faire n'importe quoi quand on se lance sous ce régime. Et il y a une mention obligatoire sur les factures à indiquer, c'est non soumis à TVA, enfin TVA non applicable, article 293B du CGI, c'est-à-dire le Code général des impôts. Voilà. Donc ça, c'est obligatoire. Sur toute facture que vous émettez vers votre client, vous devez indiquer ces mentions. Très succinctement, parce que tout à l'heure Vincent en a parlé, quand vous êtes un entrepreneur, vous payez des impôts et taxes, hein, de façon classique. Rapidement, en fait, avant, vous aviez la taxe professionnelle. Cette taxe professionnelle a été remplacée en fait par la cotation foncière des entreprises. Je ne vais pas rentrer dans le détail, il y a la CFE et la CAVE. Les auto-entrepreneurs, de toute façon, il a été décrété qu'il y aurait une exonération sur les 3 premières années d'activité de ce paiement de taxes. D'accord ? Par contre, au bout de la 4e année, il faut vraiment regarder en amont combien ça va vous coûter, parce que c'est un taux qui est fixé par la commune. Hein, donc c'est vraiment très variable, ça va de 200 à 2000 euros. Hein. C'est vrai qu'il y a eu des grosses surprises en 2009, hein, donc en janvier 2010, quand les personnes ont dû payer ces montants-là. Donc les auto-entrepreneurs n'étaient pas du tout prêts, tandis que là, il y a une exonération. Alors, tout ça, c'est dans les conditions actuelles, hein, jusqu'au 31 décembre 2012. Ça va peut-être évoluer en 2013, mais sachez qu'à aujourd'hui, vous êtes exonéré sur les 3 premières années d'activité de cette cotation foncière des entreprises. Très rapidement, vous souhaitez sortir du dispositif d'auto-entrepreneur. Pourquoi ? Il peut y avoir différentes raisons. Hein. Le statut n'est pas adapté parce que vous avez beaucoup d'investissements, par exemple. Vous souhaitez acheter un véhicule et hors de question que vous ne récupériez pas la TVA. Donc, le statut ne vous paraît pas opportun. Vous avez des biens à protéger. Hein. Vous avez une maison, par exemple, et puis vous avez une montée en puissance de votre activité. Vous dites, moi, je veux vraiment protéger mon bien. Donc, éventuellement, vous dites, je vais choisir un autre statut, donc URL éventuellement, ou je vais carrément passer en société, parce que c'est le statut qui me paraît le plus adéquat. Donc, sortir du dispositif, c'est simple. Hein. La radiation en auto-entrepreneur est gratuite de toute façon, donc ça, c'est intéressant. Hein. Donc, quand on veut créer une société, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut, en fait, faire l'évaluation en fait des biens de l'entreprise, que ce soit en partie corporelle et incorporelle, pour les réintégrer, on va dire ça de façon succincte, dans la SARL que vous allez créer. Hein. Mais par exemple, quand vous êtes aujourd'hui auto-entrepreneur, vous dites, moi, je veux passer en réel simplifié, donc c'est le régime de droit commun. Vous ne radiez pas votre auto-entreprise, vous allez juste faire une modification parce que vous allez garder votre numéro de SIRET. D'accord ? C'est juste une simple formalité. Par contre, si vous créez une société, là, vous devrez vous radier et comme vous créerez une personne morale,
vous aurez un nouveau numéro de SIRET pour la personne morale. Il y a des déplacements de seuil de chiffre d'affaires à ne pas dépasser. Donc vous pouvez rester en auto-entreprise si vous avez un surcroît ponctuel d'activité. Donc, il ne faut pas dépasser 89 600 € pour la partie achat-revente et 34 600 € pour le service. Sauf pour les personnes qui bénéficient de l'ACRE, il y a une tolérance zéro au niveau de ce seuil de chiffre d'affaires. Soyez vigilants, c'est zéro. Ce n'est pas 1 €, c'est zéro. Autrement, vous sortez du dispositif. Donc, il faut que vous y pensiez. Donc, voilà. Donc, dépassement de chiffre d'affaires, vous avez l'obligation de toute façon de vous immatriculer. Et si également, vous ne déclarez pas du tout de chiffre d'affaires pendant 2 ans, vous devez vous radier. Parce que vous n'êtes pas radié automatiquement aujourd'hui, mais du jour au lendemain, vous allez passer dans ce qu'on appelle le droit commun, et avec des appels à cotisation du RSI de droit commun, c'est-à-dire de 4 700 € qui vont vous tomber dessus, sans que vous n'ayez jamais rien demandé, parce que vous n'avez pas fait de radiation après 2 ans de déclaration de zéro en chiffre d'affaires. Enfin, si pendant 2 ans, vous n'avez même pas émis une facture, c'est que ce n'est pas la peine de perdurer. Alors, on va continuer aussi sur les questions à se poser. Certaines questions. Est-ce que j'ai besoin de matériel? Donc, c'est quand même des questions importantes. Je dois acheter un véhicule, je dois acheter un ordinateur. Voilà. Est-ce que j'ai besoin? Je dois acheter du matériel de bricolage, enfin de l'électroportatif ou autre. Il faut se poser ces questions. Toujours dans la logique aussi où si je suis sous ce statut, je ne récupère pas ma TVA. Donc, plus l'investissement est important, plus il faut se poser de questions. Aurais-je des salariés? Vous avez le droit d'avoir des salariés en auto-entreprise. Mais rappelez-vous, les charges ne sont pas déductibles. Donc, un salarié va vous coûter, vous allez non seulement avoir son salaire, mais également des charges patronales. Donc, imaginez le coût que ça représente. Donc, ces charges-là ne seront pas déductibles. Donc, est-ce que c'est vraiment opportun d'avoir un salarié en auto-entreprise? C'est vraiment une réflexion que vous devez avoir. Ai-je besoin d'une assurance professionnelle particulière? Mis à part, enfin, il faut la RC professionnelle, ça c'est une obligation. Enfin, c'est obligatoire, quoi qu'il arrive. Donc, après, est-ce que j'ai besoin d'une garantie décennale? Je me lance dans le bâtiment, électricien, plombier, chauffagiste. Il faut une assurance, une garantie décennale. C'est essentiel. D'ailleurs, un assureur qui vous proposerait dans le bâtiment une RC Pro et qui ne vous propose pas la décennale, je pense que c'est du domaine du pénal. Voilà. Ça veut dire qu'il n'a pas fait son boulot. Ai-je besoin d'un local? Vous pouvez, pareil, avoir un local, mais les charges n'étant pas déductibles, c'est vraiment une réflexion que vous devez avoir, ou alors avec un loyer très très bas pour démarrer. C'est toujours cette même notion, est-ce que c'est vraiment le bon choix? Quelles sont mes charges liées à mon entreprise? Enfin, quelles sont mes charges? Voilà, encore une fois, depuis le départ, on le dit, mais vérifier. J'ai des charges je fais de l'achat-revente, donc forcément, j'achète des choses. J'ai du téléphone, j'ai de l'assurance, j'ai des déplacements, enfin, voilà, toutes les charges de fonctionnement d'une entreprise. Il faut vérifier en effet que vous n'avez pas plus de charges que de chiffre d'affaires. Qui sont mes clients? Je suis contente de le voir là parce qu'on n'a pas du tout abordé encore le client, mais c'est essentiel. Si vous n'avez pas de client, pourquoi créer votre auto-entreprise? C'est vraiment fondamental. Qui dit client dit chiffre d'affaires. Donc, vous inscrivez pas trop vite si vous n'avez pas de client. Réfléchissez bien en amont, d'accord? Quel est mon chiffre d'affaires prévisionnel? Toujours dans la logique, faites-le. Essayez de travailler sur, justement, à partir du moment où je sais quels sont mes clients, il va falloir que je définisse derrière un chiffre d'affaires. Je vends des prestations, encore une fois, peut-être informatiques. Je prends 50 € par client. Il faut que je sois en mesure de dire combien de clients je vais avoir sur l'année. Donc, on le verra tout à l'heure, mais c'est via l'étude de marché que vous allez pouvoir mener, que vous allez pouvoir aussi ajuster ce chiffre d'affaires. Et ce chiffre d'affaires, il va être déterminant pour... Ai-je besoin de financement? Bien sûr. Alors, souvent, on démarre justement en auto-entreprise parce qu'on se dit, j'ai pas des besoins énormes de financement. C'est moi qui je vais utiliser mon ordinateur, mon véhicule, tout simplement pour aller faire les marchés, par exemple. Et puis, je vais minimiser mon financement.
Et puis, je verrai dans un second temps, hein, parce que si j'ai besoin d'emprunter, de toute façon, en général, les banquiers et l'auto-entreprise, ce n'est pas les meilleurs amis du monde, forcément. Enfin, je ne sais pas, mais... Ils financent un petit peu, mais euh, c'est vrai qu'ils n'aiment pas forcément clairement ce statut, comme aujourd'hui ils n'aiment pas non plus le IRL. Ça, ils ne veulent pas en entendre parler, mais ça, il y a d'autres ateliers sur ça. Mais par rapport à mon chiffre d'affaires et par rapport à mon besoin de financement, donc quand on fait notre plan de financement, on a des besoins matériels, donc voilà, matériel, véhicule ou autre, mais on a des besoins, ce qu'on appelle du fonds de roulement. Et c'est aussi grâce au chiffre d'affaires que vous allez pouvoir déterminer ce fonds de roulement. Je fais 20 000 euros de chiffre d'affaires, mais mes clients me payent à 60 jours. En attendant, il faut que je bosse. Et l'argent ne rentre pas. Donc il me faut de l'argent, il me faut de la trésorerie d'avance pour pouvoir subvenir et aller voir d'autres clients. Hein, il faut que je mette quand même de l'essence dans le véhicule, il faut que je paye mon téléphone, il faut que je paye mon loyer si j'ai un loyer. Enfin voilà, il y a des notions de fonds de roulement aussi. Et c'est avec le prévisionnel que vous allez pouvoir déterminer votre besoin de fonds de roulement dans le financement adapté dans votre plan de financement derrière. Alors, une fois qu'on a vu tout ça, on se dit oui, le régime de l'auto-entrepreneur, une fois qu'on a répondu à l'ensemble de ces questions, est adapté, c'est le bon choix pour moi. Mais voilà, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que j'ai les aptitudes à être chef d'entreprise? J'en discutais pas plus tard que tout à l'heure. C'est vrai qu'être chef d'entreprise, ça veut dire qu'on peut se retrouver du jour au lendemain tout seul. Hein. C'est cette notion d'isolement. C'est est-ce que je suis en capacité d'être à la fois, enfin, avoir plusieurs casquettes, commerciales, technicien, gestionnaire, etc. Moi, j'aime bien ce statut justement parce qu'il vous permet de tester est-ce que vous avez une âme entrepreneuriale. Je trouve que c'est intéressant parce qu'on ne naît pas chef d'entreprise, je pense qu'on le devient. C'est pas génétique. Quoique. Est-ce que j'ai les compétences techniques? Voilà, je me lance dans un domaine, il faut à minima que je le maîtrise. Voilà. Est-ce que j'ai les compétences techniques? Je pense qu'il faut être en mesure de répondre à cette question. Est-ce que j'ai un projet, une offre commerciale? C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein, cette notion de commerce, c'est toujours cette notion de client qui est prioritaire. Hein. Donc, quand on vous dit de faire travailler sur un prévisionnel, même moi, on dit une analyse de marché, elle est essentielle pour voir est-ce que vous allez réellement avoir des clients et quelle est l'offre commerciale que vous allez proposer avec. Hein. Donc, une auto-entreprise, c'est une vraie entreprise avec des vraies questions d'une entreprise classique, tout simplement. Est-ce que j'ai un marché? Il vaut mieux l'avoir vérifié avant que de se lancer et de le vérifier une fois qu'on a démarré. Quelle est ma potentialité client? Voilà, c'est des questions sur lesquelles vous devez être en mesure de répondre. C'est l'étude de marché, hein, donc c'est essentiel. Je m'implante ici, j'ai des concurrents, j'ai une stratégie à mettre en place, mes clients sont ceux-là, j'ai des prescripteurs. Enfin, voilà, c'est des questions qu'il faut absolument se poser à un moment ou à un autre. Et moi, je trouve que c'est un vrai tremplin, justement, ce statut, pour tester son marché en minimisant sa prise de risque. Hein, on y va, on n'y va pas. Avant, on n'y allait pas. Maintenant, notre entreprise, on y va. Et puis, si on se rend compte que on n'est pas fait pour être chez l'entreprise ou que le marché, il est mort ou que potentiellement, il n'est pas rentable, on arrête son activité d'auto-entreprise aussi simplement qu'on l'a démarré. Et ça, c'est vraiment un super avantage. Est-ce que j'ai les moyens financiers? Est-ce que j'ai des disponibilités? Et j'ai un revenu, alors on ne le voit pas, mais revenu incompressible. C'est important de se poser cette question. Voilà, je me lance, je veux lancer une activité d'auto-entrepreneur à part entière. J'ai quand même des nécessités à côté. Je dois payer mon loyer, je dois payer ma nourriture, je dois payer des affaires pour mes enfants, je dois payer les loisirs pour mes enfants. Donc ça veut dire qu'on a besoin d'un revenu. Voilà. Derrière, il faut être en mesure de dire mon revenu incompressible, il est de 1 000 euros par mois. Il faut que je sois en mesure de sortir 1 000 euros de rémunération de mon entreprise. C'est une question extrêmement importante à se poser. Sinon, vous allez droit dans le mur. Si votre chiffre d'affaires est de 10 000 euros et que vous ne sortez que 1 000 euros sur l'année et que vous avez besoin de 10 000, quid? Vous allez vous enfoncer à titre personnel et professionnel forcément à un moment ou à un autre. Donc les deux vont couler. Voilà. Donc ça, je pense qu'on en a déjà parlé suffisamment.
hein. Mais c'est vrai que si vous avez envie de créer, enfin, moi je trouve, j'espère que Vincent me rejoint, que l'auto-entrepreneuriat, justement, c'est une belle première marche. Hein. Franchement, je trouve que ça permet d'essayer de se tester en minimisant vraiment les parts de risque, mais en étant accompagné néanmoins. Hein, parce que c'est vrai qu'on peut faire beaucoup de bêtises tout seul trop vite. Voilà, merci de votre attention.